On l'a longtemps surnommée l'or des pauvres. Cette paille offre un champ des possibles infini. Vraiment une matière de base de nos campagnes, humble, mais une fois teintée, elle devient précieuse par la main de l'artisan. Lison a ressuscité la marqueterie de paille. Quand elle a repris l'atelier de son grand-père, la technique était démodée. Plus aucune école ne l'enseignait, vouée à disparaître. Si j'avais pas repris la marqueterie de paille dans les années 80, il y aurait peut-être plus un seul céréalier en France qui fasse de cette paille-là. Hein. Il a d'abord fallu sauver la matière première. En Bourgogne, Jean-Luc est l'un des derniers céréaliers français à cultiver la paille de seigle pour la marqueterie. Une fois sorti du champ, stocké, et après, c'est tout trié, mais tout manuel. Hein. Tout ce que je fais, c'est tout à la main. Une variété très ancienne, appréciée pour la longueur de sa tige, coupée manuellement. Pour l'instant, il n'y a pas de machines qui font c'est brin par brin. Avant d'être teint dans cette marmite au feu de bois, comme son père lui a appris. Content, satisfait. Mais à la fin des années 80, son père a failli tout arrêter. Les commandes se font rares. Bonjour Jean-Luc. Un seul artisan le supplie de continuer, Lison. Ah, je vais peut-être trouver la paille que je cherche là-dedans. Peut-être, ouais. Main dans la main, ils vont développer plus de 60 couleurs. C'est un succès. Aujourd'hui, elle n'est plus la seule cliente. Il y a beaucoup de demandes sur des marrons, des acajou, des pailles comme ça. Ça, ils aiment bien. Il exporte sa paille aux États-Unis, en Chine ou en Australie. La surface de son champ a été multipliée par 10 face à la demande. Il va y avoir quelque chose ici. Il va y avoir un comptoir. Dans l'atelier de Lison, le carnet de commandes est plein pour les 6 prochains mois. François est ébéniste de formation. Il a passé des centaines d'heures sur ce meuble. Je suis tombé dans la paille et j'y suis resté. On a les mêmes principes que ce que l'on peut avoir dans le bois, sauf qu'il y a un rayonnement qui est beaucoup plus important et donc voilà, je trouve que ça a un charme complètement fou. Quand on a goûté la matière, on y reste. Au doigt, tu sens vraiment que ça soit complètement lisse. Sur le même plan. Tu vois, là, elle est parfaite et là, on sent qu'elle a encore besoin d'être un petit peu écrasée. Lison forme des apprentis pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas. Car pendant 20 ans, elle était la seule en France à faire de la restauration en marqueterie de paille. Au fond de l'atelier, quelques trésors restaurés. Regardez les petits tableaux magnifiques. Au 19e siècle, ces coffrets étaient fabriqués par les prisonniers. Souvent, je trouve des traces du bagnard derrière les miroirs ou dans des endroits cachés ou ici, où ils mettent un petit mot en disant « c'est moi qui ai fait ce travail ». Là, c'est collé sur des papiers registres qui viennent du port de Toulon. Il y a marqué « Marine ». Donc ces objets sont toujours émouvants. Ému aussi de donner ses lettres de noblesse à la paille et l'associer désormais à de l'or ou des pierres précieuses. Ça, c'est de la marqueterie de paille avec des incrustations de nacre. Cristal de roche et la paille, c'est magnifique. Ça peut valoir jusqu'à 3-4 000 euros, oui, le mètre carré. La paille de Bourgogne s'invite même dans les palaces. Au cœur de Paris, voici son dernier chantier titanesque. Plus de 6 mois de travail. Les heures. Pour habiller les murs de cette suite dans un hôtel de luxe, 120 mètres carrés de paille. Sublime. Ce chantier, Lison le dédie à son grand-père. Mon grand-père, il serait aux anges, parce qu'il est mort, c'était plus à la mode, ses meubles ne valaient plus rien, donc il était assez amer. Ah, c'est une belle revanche pour la marqueterie de paille. L'or des pauvres s'exporte désormais partout dans le monde. La marqueterie de paille est sauvée.